Effectivement, dans les propos d'Eva, je pense qu'on peut retenir plusieurs axes de travail effectivement sur lesquels on peut réfléchir. On a, alors sans priorité, mais on a quand même la question de la formation qui, en plus, est une des préconisations révèle en tout cas une des préconisations de l'étude. Peut-être je vais me tourner vers l'une des personnes qui est présente dans la salle aujourd'hui, qui est monsieur Pierre Joly, qui est responsable de formation ici à l'IRTS du site Artois, et qui est en parallèle docteur en sociologie. Monsieur Joly, pour vous poser de ce fait-là deux questions. La première étant, suite aux éléments de débat qui ont été posés par Eva dans le cadre de cette étude, de quelle manière est-ce que à la fois l'intérêt de l'enfant et puis la participation ou l'inclusion des familles en protection de l'enfance, qui ont été soulignés, on l'a vu, par les lois de 2007, par les lois de 2016, mais aussi bien avant, sont travaillés dans le cadre de la formation initiale. Et puis peut-être deuxième question que je vous pose également, c'est là où on en est aujourd'hui. On sait qu'on est en plein essor, en tout cas en pleine réforme de la formation, et donc aussi quelle piste de travail est-ce que cette réforme-là peut nous ouvrir sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Merci. Pierre Joly, cadre pédagogique ici à l'IRTS sur le site d'Artois. Je vous remercie de me poser toutes ces questions qui interrogent différentes choses et puis qui vont permettre, je pense, de rebondir sur ce que vous avez pu avoir lors de vos différents entretiens avec à la fois des enfants et des professionnels. Et qui viendra peut-être enrichir davantage le propos et en tout cas l'analyse et les pistes de réflexion. Alors, au niveau de la formation des travailleurs sociaux aujourd'hui et comment on appréhende effectivement la protection de l'enfance et plus précisément la place de la famille ou la participation de la famille et l'intérêt de l'enfant, on a différentes façons de faire qu'on interroge de façon continue et puis peut-être ça pourrait être complété par d'autres cadres pédagogiques qui sont présents ici puisque je ne prétends pas être représentatif de l'intégralité des formations, même si j'ai tenté pour le coup d'avoir une vision globale de l'ensemble des formations, parce que ce qu'il faut soulever aussi, c'est que la protection de l'enfance, et je pense qu'on l'a vu dans vos propos, fait intervenir, quand on parle de travailleurs sociaux, de qui parle-t-on? Et on a aussi des TISF, on a effectivement des éducateurs spécialisés, mais aussi les assistants familiaux. Et l'IRTS participe à la formation d'un grand nombre en fait, de ces professionnels du travail social. Et donc, effectivement, repenser la place de l'enfant, repenser la place de la famille, je dirais qu'on peut avoir une analyse un petit peu au niveau pédagogique, je dirais systémique. C'est repenser la place de tous et le rôle et la fonction de tous dans l'accompagnement des familles et dans l'accompagnement de l'enfant. Et c'est vrai que dans les accompagnements qu'on propose au niveau de la formation, j'entends mes collègues auprès des assistants familiaux parfois se dire, bah voilà, on interroge et elles s'interrogent dans les groupes de travail, etc., sur quelle place l'assistante familiale occupe, en quoi elle peut participer à la restauration du lien parent-enfant, et comment aussi s'articule la relation avec le référent éducateur, par exemple. Et donc, je dirais qu'on a une approche aussi de tout ce qui peut être le travail en équipe et le travail en réseau, et qui réinterroge aussi la place de la famille aussi dans ce travail en équipe. Et je reviendrai un petit peu là-dessus en lien avec l'évolution aussi de la formation et de la réglementation au niveau de la formation du travail social. Alors on développe les champs disciplinaires et je dirais interdisciplinaires parce que le point de vue, c'est effectivement que le champ de la sociologie de la famille est indispensable et un grand nombre de formations se penchent sur la sociologie. Aujourd'hui, en lien avec l'évolution de la formation du travail social, on travaille aussi par module, protection de l'enfance, et sur des champs interdisciplinaires, à la fois, par exemple, sur un pan de la sociologie, sur un pan de la psychologie, avec effectivement ce regard croisé et interdisciplinaire qui permettra de comprendre finalement les rouages et au moins la complexité aujourd'hui de la famille et sensibiliser les travailleurs sociaux, voire les futurs travailleurs sociaux, puisque je vois aussi de la formation continue, ce que l'on peut proposer également, à laquelle on peut participer. On est aussi
intéressés, je dirais, on construit en fait la formation aussi avec les travailleurs sociaux, avec les institutions, que ce soit associatif, mais avec les départements, sur l'évolution législative en matière de protection de l'enfance. Donc on a aussi tout ce qui est l'aspect juridique et l'aspect du droit, mais comment elle peut être aussi mise en œuvre et comment elle peut être questionnée aussi dans les pratiques, et donc par rapport à l'analyse de pratiques. Et on intervient donc également, et je pense que de ce fait, la protection de l'enfance touche aussi la méthodologie d'intervention, euh, collective ou individuelle, et donc comment on approche la famille, comment la famille participe à ce projet. Effectivement, le fait qu'elle soit acteur, c'est pas nouveau aujourd'hui dans l'intervention sociale, on fait avec les gens et pas pour les personnes accompagnées. Mais je crois que le cadre réglementaire a aussi interrogé tout ça, et en tout cas nous interroge nous. Alors, elle nous interroge d'autant plus que la formation des travailleurs sociaux est en pleine évolution. Il y a une réforme institutionnelle où il y a un point aussi, et quand j'ai pu échanger un petit peu avec vous sur la thématique d'aujourd'hui, je me suis dit que rien n'arrive peut-être par hasard, et que effectivement la formation aujourd'hui, c'est aussi encourage et invite, même de façon quasi obligatoire, à faire participer les personnes accompagnées à la formation des travailleurs sociaux. Et cette participation est au cœur de nos préoccupations. Alors c'est vrai qu'on fait aujourd'hui intervenir sur le site d'Arras, mais sur d'autres sites et sur d'autres thématiques aussi que la protection de l'enfance, hein, ça peut être sur le handicap psychique ou autre. On encourage effectivement la participation des personnes accompagnées à la formation. Toutefois, elle n'est pas si aisée que ça. On s'interroge aussi sur la place de la personne accompagnée dans la formation, parce que ce n'est pas qu'une intervention d'un vécu et d'une histoire et d'un point de vue. C'est aussi peut-être participer au contenu, voilà, et c'est participer peut-être aussi à l'évaluation, c'est-à-dire qu'on irait de la conception jusqu'à l'évaluation de la formation. Et c'est une préoccupation qui est forte institutionnellement au niveau de l'IRTS, dans la mesure où on a un pôle recherche qui aujourd'hui mène une étude, je ne vais pas dire de recherche scientifique, enfin voilà, en tout cas on mène une étude en lien avec le pôle recherche à laquelle je participe sur justement le regard croisé à la fois entre des professionnels, des personnes accompagnées et des cadres pédagogiques, qui ont participé à des expériences où il y avait la participation des personnes accompagnées. On restituera aussi cette dimension-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, cette participation doit être aussi, elle, accompagnée, qu'on ne souhaite pas que ce soit que de l'ordre du vécu et d'un point de vue, parce que peut-être effectivement, sans remettre en cause la méthodologie que j'ai pu entendre, mais effectivement on entend des points de vue, et quand on entend les points de vue des professionnels qui vont dire effectivement on accompagne, on met au centre, on fait jamais sans les personnes, etc. Et puis d'un autre côté on entendait les personnes accompagnées qui disaient j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit, enfin voilà. Donc ça c'est du déclaratif et du vécu, et je pense que c'est le croisement en fait. Et donc, si j'ai envie de dire aussi, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est, quand je parlais de travail en équipe et en réseau, c'est aussi la communication interprofessionnelle et la communication aussi entre les familles et les travailleurs sociaux, et notamment sur la question du langage et une certaine conception à pouvoir se comprendre. Parce qu'effectivement, quand on parle de projet, etc., on utilise quels mots, et les mots de qui, et les mots des professionnels ou des personnes accompagnées. Et je pense qu'un des gros chantiers qu'on doit avoir aussi dans la formation, etc., c'est de favoriser la compréhension et la communication entre les personnes qui accompagnent et les personnes qui sont accompagnées. Voilà, je vous remercie et j'espère avoir répondu à vos interrogations. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Vous avez effectivement, au travers de votre intervention, réussi à mettre en avant plusieurs enjeux de la formation, à la fois sur la formation initiale, mais tout en rappelant aussi qu'une fois que la formation initiale est mise en œuvre, on a aussi, et d'ailleurs c'est ce qui avait été témoigné dans certains propos de personnes interviewées par Eva, sur justement l'intérêt aussi d'avoir ces formations continues qui permettent peut-être d'ajuster ou de remettre à niveau les apports que l'on a sur les approches de la famille, sur les nouvelles législations, qui n'étaient peut-être pas encore
utile au moment où la formation avait été dispensée, mais ça permet en tout cas cette adaptation la plus possible, en tout cas c'est ce que l'on souhaite, entre la formation, les savoirs des professionnels et puis ce qui est vécu au quotidien en termes d'accompagnement. Vous avez aussi, finalement, dans votre propos, touché du doigt la question de comment est-ce qu'on associe les personnes directement concernées aux travaux. Et vous avez, de ce fait-là, mis en avant l'intérêt à, certes, faire une place à l'ensemble des familles, à l'ensemble des enfants et à l'ensemble des interlocuteurs qui pourraient venir intervenir dans les formations. C'est également aussi une des questions qui se posent dans les accompagnements auprès des familles et des enfants à l'aide sociale à l'enfance, c'est comment finalement leur faire une place, mais qui leur convienne et qui leur permette de s'exprimer vraiment et de livrer peut-être des analyses d'expérience et ne pas être seulement dans une dynamique de témoignage qui viendrait parfois aussi légitimer ce qu'on pense être la meilleure manière de penser en termes de professionnels. Donc je vais me permettre aussi là de faire le parallèle et puis de donner la parole à plusieurs autres professionnels qui sont dans la salle maintenant. On a notamment, alors je ne sais pas trop où ils sont, mais ils sont là, quelques collègues du Centre Anne Frank qui est situé sur l'Audomarois qui sont présents aujourd'hui et qui peuvent aussi nous faire un retour, une analyse d'expérience de la manière dont les familles sont inclus ou en tout cas accompagnés dans leur pratique au quotidien. Et puis ça nous permettra ensuite de faire le lien avec d'autres modalités d'accompagnement, puisque je sais qu'il y en a certains d'entre vous ici qui seraient également intéressés pour témoigner. Donc je vous laisse la parole et puis je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Élodie Vidan, je suis assistante sociale au Centre Anne Frank depuis 2 ans. On nous a demandé d'intervenir sur la manière dont on travaillait avec les familles au sein du centre. Donc il y a plusieurs choses qu'on essaye de mettre en œuvre, et notamment un transfert parentalité. Donc c'est la 3e année qu'on le met en œuvre. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Antonio qui est éducateur sur le pourquoi de ces transferts et comment ça a été mis en œuvre la première fois. Bonjour, voilà, il y a de ça 3 ans, en fait on partait à la montagne avec des enfants, il y avait les 3 enfants qui étaient chez nous et un papa en me disant je partirai bien avec vous. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc je me suis dit tiens. Donc j'en parle au directeur et aussitôt me dit aucun problème. Donc on organise ça. La seule réticence qu'on avait, c'était les collègues qui trouvaient ça pas normal d'emmener des parents à la montagne et que ça allait générer des conflits. Donc on est parti à la montagne, ça s'est très très bien passé. Et l'intérêt en fait, c'était que le papa partageait les après-midi avec nous au niveau des activités. C'est-à-dire que nous, on avait en charge les enfants, tout le reste du temps, ils dormaient avec nous, et le papa restait avec eux, et il restait avec nous pendant 5 jours, et il est reparti, ça s'est très très bien passé, et ça a permis après que le papa, 2 mois après, récupère ses enfants. La fois d'après, l'année d'après, on a refait un séjour, on s'est dit tiens, ça a marché. Et on a appris beaucoup en fait des parents. Et l'idée, c'était en fait de prendre des parents, de ne pas les juger. Et c'était plus l'idée, c'est travailler autour de leurs besoins. Et c'était par rapport à ça. Et qu'on voulait être... Et ça, c'était dur parce que les parents, souvent, ils disaient on a des étiquettes. Donc de là, on a pris un papa qui, alors lui, était vraiment hostile à tout ce qui était établissement. Il avait été placé, il avait eu plein de placements chaotiques et il supportait plus les éducateurs. Le social, c'était compliqué. Et on lui a fait part de ce projet et lui aussitôt il a voulu venir avec nous. Il est venu avec son ami et un petit enfant qu'ils avaient en commun. On a pris une famille qui avait 9 enfants, dont une fille qui est en famille d'accueil, une fille de chez nous et 2 qui étaient au domicile. Elle est venue avec nous. On a pris une maman et un beau-père dont l'enfant était chez nous et un enfant qu'ils avaient en commun chez eux. Et après on a pris un monsieur qui voyait son fils qu'1 heure par jour. Donc tout ça, tout ce cocktail, ça n'a pas été évident à gérer. Au gîte, l'avantage qu'on avait, c'était que nous, on était en bas avec les enfants et certains parents, ils étaient tous en haut et c'était un gîte où tous les parents mangeaient ensemble. C'était un réfectoire. Donc on s'est dit comment ça va se passer. Donc les craintes, c'est au départ, on s'est dit l'alcool, la drogue. On avait beaucoup de réticence par rapport à ça parce que les parents qu'on emmenait, ils étaient un peu addicts à ça. On s'est dit on tente le coup.
De là, il s'est passé que ça s'est bien passé. Certains parents dormaient avec leurs enfants. Les autres, le soir, les enfants revenaient avec nous. Donc on est passé pendant 16 jours. On est rentré. Il y a eu un moment, il y a eu un petit conflit entre un papa et un beau-père suite à une incompréhension. De là, on s'est dit, tiens, ça s'est bien passé. Cette année, on en a refait un autre. Là, cette année, on a pris un papa qui, lui, voyait son enfant 1 heure par semaine. Et là, on s'est dit, on va le prendre avec nous pendant 1 semaine. Et c'était vraiment médiatisé à 100%. Au début, c'était 2 heures, 3 heures, et après, à la fin, on a agrandi les temps. Et on a repris un papa qui était venu l'année dernière, mais lui, là, l'idée, c'était qu'il dorme avec son enfant la journée. Il le prenait en charge de A à Z. Alors, l'avantage qu'on a eu, c'est que ce monsieur nous a dit, je suis rassuré parce que j'ai plus d'étiquette. Maintenant, quand on me voit, on me fait confiance. Et il y a vraiment eu un ruissellement. Et je pense qu'à partir de ça, les parents ont été considérés comme des gens, je vais dire, normaux, qu'on ne jugeait pas et qui nous ont apporté beaucoup. Et ce que je peux dire, c'est que certains parents nous ont donné des leçons de vie où on les avait complètement cataloguées. Et ça, c'était vraiment une expérience fabuleuse. Donc là, je vais passer la parole à mes collègues. Alors, le but du transfert, c'était vraiment de permettre aux parents et aux enfants de partager un quotidien qu'ils n'avaient plus l'occasion de faire et d'entamer un vrai travail de confiance en fait avec les professionnels. Et on s'est rendu compte ensuite que avec ces parents-là, on arrivait à dire les choses plus facilement. Parce que quand on se croise le matin dans la salle de bain en se lavant les dents, forcément, il y a des barrières qui tombent. Et on n'était plus dans le rôle des professionnels qui savent et des parents qui ne savent pas. Et donc, voilà, on souhaitait casser ce modèle et vraiment apprendre des choses de part et d'autre. Et les parents ont également pu travailler sur leur histoire, expliquer de où ils venaient. Et puis les conversations qui se font dans la voiture pour aller à une activité ou qui se font au moment de faire la vaisselle, tout ça, c'est des conversations qui sont vraiment différentes de celles qu'on a de part et d'autre d'un bureau. Donc c'était vraiment très intéressant au niveau de ces transferts. Alors au niveau du centre, on a souhaité également développer un espace famille pour faciliter les rencontres parents-enfants. Il y a plusieurs choses qui nous ont incité à cela. Il y avait un parent notamment qui nous avait dit c'est pas normal que ce soit mon fils qui vienne me rendre visite à la maison, qui fait 1 heure de route pour venir, 1 heure de route pour repartir, alors que c'est lui qui est placé. Et donc on avait trouvé ça intéressant et on a mis en place des visites au centre pour permettre aussi aux parents de rentrer dans l'institution, de casser les barrières qu'ils pouvaient avoir, d'aller derrière les murs. Donc ça, c'était assez intéressant. Et on se rend compte que vraiment, avec ces parents-là, on arrive à avancer, on arrive à travailler. Ça permet aussi parfois de faire tiers. L'espace famille fait tiers dans la relation. On a des familles qui sont en conflit avec les éducateurs du groupe parce qu'ils ont l'impression qu'on prend leurs enfants, qu'on casse un peu leur autorité. Donc le fait de faire intervenir un tiers et progressivement de réintroduire les éducateurs du groupe, ça permet d'avancer, de cheminer, de réussir à se dire les choses en fait. Alors tout ça c'est pas idyllique, hein. Il y a forcément des difficultés, notamment en termes de moyens financiers. Ça je pense que c'est commun un petit peu à tout le monde, où on souhaiterait aménager un appartement pour faire venir des parents, pour qu'ils puissent venir dormir, qu'ils puissent passer des moments quotidiens en fait avec leur enfant. Donc ça c'est encore en projet. Et puis il y a toujours certains éducateurs qui restent dans le schéma traditionnel où eux savent et puis les parents ne savent pas. Donc ça c'est encore difficile. Il faut faire évoluer les mentalités sur ce point. Merci. Ce que je veux dire, c'est que les points positifs du camp, des séjours, c'est que ça a permis à des parents en fait, de faire partie du CVS, alors qu'avant, les parents, le CVS, pour eux, ça ne l'intéressait pas. Ça a aussi permis à un parent de dire je refuse qu'on mette des numéros sur les vêtements de mon enfant, parce qu'on a déjà un numéro partout, un numéro à la Sécu, et je refuse. Donc ça m'a permis de se rendre compte que c'était violent pour les enfants. Et ça nous a ouvert les yeux.
Mais le plus dur, c'est faire changer, quoi, parce que souvent, les éducateurs, quand on parle de ça, d'abord, ça fait peur. Parce que quand on travaille, on est sous le regard des parents et vice-versa. Et c'est jamais facile. Et ce qu'on a pu... Le côté positif, c'est qu'au niveau de la confiance, on a gagné un peu de la confiance. Voilà. Merci Élodie, merci Antonio pour cette présentation où vous avez su, dans vos propos, mettre en avant deux autres enjeux finalement qui nous tiraillent aussi un petit peu aujourd'hui. C'est à la fois la question de voilà, quel financement est-ce qu'on a aussi et quelle marge de manœuvre et souplesse est-ce qu'on a pour réussir à mettre en œuvre toutes ces initiatives et tous ces projets qui peuvent servir à la fois l'intérêt de l'enfant et l'inclusion des familles. Mais voilà, finalement, quelle souplesse et puis quelle marge de manœuvre est-ce qu'on a. Et puis le deuxième élément que vous avez pointé, et c'est sur lequel je voudrais faire intervenir également des collègues, c'est un petit peu l'intérêt, ou en tout cas, il serait temps peut-être de renverser un petit peu ce modèle sachant-apprenant, et puis comme vous avez pu le témoigner, de voir aussi que les familles et les enfants qui ont un savoir, alors qu'on peut qualifier peut-être de profane parce que non professionnel et non sanctionné par un diplôme, n'est pas pour autant moins légitime. Et sur ce point-là, on a des expérimentations qui sont en train de se mettre en œuvre sur le modèle de la conférence familiale. Et donc, on a deux personnes ici de la GSS, une association de protection de l'enfance dans le département du Nord, qui vont pouvoir aussi nous dire quelques mots de ce modèle qui est fondamentalement peut-être différent de celui qui est encore très empreint en protection de l'enfance aujourd'hui. Oui, bonjour. Attends, je vais me lever pour vous regarder quand même au premier rang. Donc, je suis directrice à la GLSS de l'UDAF dans le Nord, plus particulièrement sur le territoire de Valenciennes, directrice de service de milieu ouvert et d'une maison à caractère social. Et donc, on a voulu sur le territoire de Valenciennes, mais ça a été initié un premier temps sur des collègues dans le Dunkerquois, et aujourd'hui le département du Nord est en train de développer surtout ces territoires, cette question de la conférence familiale. Donc on cherchait au niveau de la dynamique de territoire à trouver un moyen de pouvoir décaler un peu les professionnels de leur pratique de terrain habituelle, et donc aussi à la fois initier une forme d'intervention qui puisse les décaler dans la pratique et regarder la place de la famille autrement, et donc faire, tout à l'heure on parlait de la formation continue, c'est faire formation, parce que c'est à un moment donné apprendre par l'expérience d'une nouvelle pratique. Donc cette question des conférences familiales, en fait c'est un concept qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a été diffusé aujourd'hui dans une quarantaine de pays, autour de la notion d'empowerment, donc du pouvoir d'agir des familles. Donc c'est permettre à une famille, à partir de son réseau choisi, donc de ces personnes qui font ressources pour elle, et dans ces personnes ressources, donc c'est l'environnement à la fois familial, l'environnement au sens large, ça peut être le boulanger du coin, ça peut être le professeur sportif, hein, voilà, c'est assez large, mais aussi de l'environnement social, donc des professionnels qui peuvent faire effectivement ressources pour la famille, d'être à partir d'une question qui est centrale pour elle, et bien entendu par rapport à l'enfant, être dans la recherche de ses propres solutions. Donc je ne vais pas rentrer dans la déclinaison fine de la conférence familiale, parce que là ça demanderait beaucoup trop de temps, mais plus par rapport à l'approche, on a donc sur le territoire de Valenciennes, et de manière tripartite, donc avec la DT de Valenciennes, les services d'AEMO, donc la sauvegarde du Nord et la GSS, former un panel de professionnels à cette pratique de la conférence familiale. On est formé sur plusieurs jours, donc c'est quand même une déclinaison très très précise et très fine, parce qu'il faut pouvoir effectivement bien pouvoir les mener pour être dans le respect de cette place de la famille, et effectivement lui permettre aussi de bien pratiquer cette conférence pour en retirer des bénéfices. Donc on a formé tous nos professionnels pour qu'ils puissent être des coordonnateurs donc, de conférences familiales. Alors, c'est quelque chose qui est très puriste dans la déclinaison, parce que ça demande effectivement des étapes très précises, à la fois de préparation,
de la conférence familiale, parce qu'il y a tout un temps où on doit partir de la question centrale de la famille, de ce qui pose problème pour elle, par rapport à le besoin d'un enfant qui pose difficulté dans la famille. On repère la difficulté, on repère ce qui fait question centrale, et toute la force du coordonnateur va être effectivement de permettre à la famille de rassembler les personnes qui vont pouvoir lui être soutien et force par rapport à la réponse à cette question. Et c'est la famille qui va elle-même animer sa conférence familiale. Donc il va y avoir tout un temps en amont de préparation pour amener. Alors le coordonnateur va contacter toutes les personnes. On va choisir le lieu qui va être le lieu choisi par la famille. En général, pas un service social. Ça peut être dans la ville où elle habite. Et donc, il y aura tout un temps de préparation qui va amener à un moment donné la famille à se rassembler avec toutes les personnes qui lui sont importantes et où la question va être travaillée par elle et toutes ces personnes pour en ressortir un plan d'action qui va être effectivement, à un moment donné, l'évaluation que la famille aura faite de sa situation et de quelles sont les solutions pour elle ou les personnes qui font ressources pour elle pour apporter une réponse à la difficulté qui a été posée par rapport à l'enfant. Alors, je vous résume les choses très synthétiquement. Il y a bien entendu des garanties qui sont données. Si on est dans le cadre d'une mesure judiciaire, il y a les incontournables, c'est-à-dire il y a ce qui n'est pas négociable. Si dans le jugement, il y a une interdiction de rencontre avec telle personne, bien évidemment, cette personne ne pourra pas faire partie du réseau invité par la famille. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la famille qui va, pendant 2 heures, 3 heures, partager avec toutes les personnes autour d'elle de la difficulté et de comment elle peut sortir de cette difficulté et donc partir avec son propre plan d'action. Alors, on a, nous, qu'on construit des outils sur le valenciennois, c'est-à-dire qu'on s'est créé un petit comité technique où le département et nos 2 associations se rassemblent régulièrement. Et bien entendu, on part, alors aujourd'hui, pour les services d'AEMO, de situation suivie en AEMO, mais le département peut être dans une situation hors champ judiciaire, c'est le SSD qui peut l'amener. Et les règles que l'on s'est données, c'est que si c'est une situation qui est amenée par des professionnels de la GSS, c'est ou un professionnel du département ou un professionnel de la sauvegarde qui va être coordonnateur de cette conférence familiale. Le coordonnateur est là. Le référent est là au démarrage de la conférence, mais dès que les règles sont posées, on laisse la famille seule dans la pièce, on se retire, et quand elle a terminé, elle vient chercher le coordonnateur et le référent de la situation pour la présentation du plan d'action. Voilà, donc j'essaye de le présenter synthétiquement. Alors, quand même, peut-être, pour faire du lien avec la question du placement et de l'AMEX, on en arrive aujourd'hui à se dire que des situations qui peuvent initier, on est aujourd'hui sur les 16-18 ans, éviter les sorties sèches de l'ASE. Donc c'est aussi comment, avec ces jeunes qui ont parfois eu un parcours en maison d'enfants ou en famille d'accueil, qui ont parfois été dans des liens du délitement, de liens avec leur famille, et où le réseau s'est un peu réduit, de par le parcours effectivement en placement, c'est comment on peut aider ces jeunes aussi de 16 à 18 ans à mener leur conférence. Donc à partir d'eux, et qu'on les aide avant leur sortie à identifier que même si les liens ont été délités avec leur famille, il en existe quand même, voire il existe d'autres personnes autour qui font ressources pour elles et qu'elles pourront aller solliciter au sortir effectivement du placement. Voilà, donc c'est un petit retour d'expérience rapidement développé, mais pour vous dire aussi que ça va se faire sur l'ensemble des territoires. On va former sur le Nord de plus en plus de personnes, et c'est à l'initiative effectivement du département. Voilà. Merci beaucoup pour votre analyse d'expérience sur cette expérimentation qui, on l'entend, semble porter ses fruits et puis devrait être développée par la suite.
On arrive un petit peu sur la fin de la matinée de cette restitution. Est-ce que par rapport à certains des sujets que l'on a pu évoquer brièvement dans le cadre des échanges, donc à la fois sur la formation, sur l'inclusion des familles, sur le cadre de la réglementation, le cadre de la loi, l'aspect financier, voilà. Est-ce que sur un ou plusieurs de ces éléments ou d'autres, il y aurait d'autres interventions de certains d'entre vous, d'autres remarques complémentaires que vous souhaiteriez pouvoir porter aujourd'hui? Ah bah. Oui, merci. Juste une question pour Eva, lorsque vous avez proposé l'étude, enfin énoncé l'étude. C'est la question du travail sur soi du parent. Est-ce que c'est un travail sur soi qui est psycho uniquement? Est-ce qu'il y a d'autres modalités de travail sur soi envisagées ou envisageables? Point d'interrogation. Comme ça, t'as eu le temps de réfléchir un petit peu le temps que j'arrive. Alors, c'est pas forcément un travail sur soi qui se fait seulement par l'intermédiaire de psychothérapie ou autre. Ça peut être un travail comme l'a fait Karine, qui a décidé d'elle-même, sans forcément se faire aider, d'arrêter de boire, de trouver un travail et de faire changer sa situation en trouvant en elle-même les ressources nécessaires. Oui, voilà, on est sur une approche bien plus large que psy, et c'est pas seulement une approche qui, c'est pas seulement un travail sur soi qui se fait avec l'aide d'une autre personne, justement. C'est parfois plutôt une incitation de, voilà, si vous voulez que la situation elle change, il va peut-être falloir que vous fassiez ceci, cela, et la personne se prend au jeu ou pas, quoi.